Il lui manquait une pièce pour prendre le dernier bus, quand le milliardaire a vu le vieux pendentif de sa fille décédé à son cou et est resté figé. La nuit tombait lourdement sur Paris, comme une chape de plomb qui écrasait les épaules des passants pressés. Claire Moreau se tenait devant l'arrêt de bus de la ligne 26, ses doigts gercés fouillant désespérément les poches de son jean élimé, 3 €. Il lui manquait 3 malheureux euros pour rentrer chez elle, à Belleville, où grand-mère Jeanne l'attendait dans son lit, trop faible pour se lever seule. « Merde, merde, merde », murmurait-elle entre ses dents, les larmes lui piquant les yeux. À 25 ans, Claire connaissait la galère par cœur, depuis qu'elle avait quitté l'orphelinat à 18 ans avec grand-mère Jeanne, la seule personne qui l'avait jamais vraiment aimée. Elle se battait comme une forcenée pour survivre. Le jour, elle faisait le ménage dans les bureaux chics du 16e arrondissement, là où les cadres sup ne la regardaient même pas. Le soir, elle vendait ses petits bijoux artisanaux place de la République, en espérant gratter quelques billets pour les médocs de grand-mère, des médocs hors de prix, qui lui bouffaient tout son salaire. Le bus s'approchait. Claire sentit la panique monter. « S'il vous plaît, monsieur », supplia-t-elle au chauffeur qui venait d'ouvrir les portes. « Il me manque juste 3 €. Je vous jure que demain je vous rapporte le double. Le chauffeur. La cinquantaine bedonnante, et l'air blasé de quelqu'un qui en avait vu d'autres, secoua la tête sans même la regarder vraiment. « Désolée, mademoiselle, c'est pas moi qui fais les règles. » Sa main se posa déjà sur le bouton pour fermer les portes. Claire sentit son ventre se nouer. Comment allait-elle rentrer? Il était presque minuit. Grand-mère devait prendre ses cachets à minuit pile. Sinon, j'ai dit que je paie sa course. La voix venait de derrière elle, grave, autoritaire. Avec cet accent parisien un peu pincé des beaux quartiers, Claire se retourna d'un coup. L'homme qui se tenait là avait la cinquantaine bien sonnée, peut-être même proche de 60 ans, grand, le dos droit comme un i, habillé d'un costume 3 pièces qui devait coûter plus cher que tout ce qu'elle possédait. Ses cheveux grisonnants étaient impeccablement coiffés en arrière, mais c'était surtout son regard qui la frappa, des yeux bleus acier, fatigués, qui portèrent le poids d'une tristesse immense. « Merci », balbutia Claire, déstabilisée. « C'est vraiment gentil. » Mais l'homme tendit déjà un billet de 20 € au chauffeur. « Gardez la monnaie. » Il monta dans le bus sans attendre de réponse, laissant Claire plantée là, abasourdie. Elle grimpa rapidement les marches avant que le chauffeur ne change d'avis. Le bus était presque vide à cette heure-là, juste 3 personnes éparpillées sur les sièges, dont une mamie qui roupillait contre la vitre. Claire s'installa quelques rangées derrière l'homme au costume. Mal à l'aise, elle détestait de voir quelque chose à quelqu'un. « Merci encore », dit-elle à voix basse. « Je vous rembourserai, C'est pas nécessaire, François Delacroix, car c'était bien lui, même si Claire ne le savait pas encore. Ne se retourna pas. Il fixait la nuit à travers la vitre sale du bus. Comme hypnotisé, en réalité, son cœur battait à tout rompre. Le pendentif, ce foutu pendentif en argent en forme de croissant de lune que la jeune femme portait au cou, il l'avait aperçu quand elle s'était penchée pour fouiller dans ses poches, sous la lumière crue du réverbère, et son monde avait basculé. Impossible. C'était absolument impossible. Ce bijou, il l'avait fait fabriquer sur mesure, chez un joaillier de la place Vendôme, 15 ans plus tôt, pour les 10 ans de sa petite Isabelle. Une pièce unique, avec les initiales I.D. gravées au dos en lettres cursives. Il se souvenait encore du sourire de sa fille quand elle l'avait ouvert, de ses yeux qui brillaient comme des étoiles. 3 mois après, Isabelle était morte. Enfin, c'est ce qu'on lui avait dit. Accident sur l'autoroute du Sud, retour d'une sortie scolaire à Lyon, le corps carbonisé, méconnaissable, il avait fallu l'identifier par les dents. François avait voulu mourir ce jour-là. Une partie de lui était morte, en fait, mais ce pendentif, comment cette fille pouvait-elle le porter ? Excusez-moi, lâcha-t-il soudainement en se retournant vers elle. Claire sursauta, surprise qu'il lui adresse à nouveau la parole. « Oui. » « Votre collier. » François déglutit avec peine. « Il est magnifique. C'est une pièce ancienne. » Claire porta machinalement la main à son cou. Effleurant le croissant de lune qui pendait contre sa peau, son regard se voila un instant. « C'est tout ce que j'ai de mon passé, » murmura-t-elle. « La seule chose qu'on a retrouvée avec moi quand j'ai été abandonnée.
Le cœur de François manqua un battement. Abandonné. À l'orphelinat Sainte-Marie. À Belleville. J'avais 10 ans. Claire haussa les épaules. Comme si ça n'avait plus d'importance après toutes ces années. Grand-mère Jeanne. Enfin, c'est pas vraiment ma grand-mère, mais je l'appelle comme ça. Elle travaillait comme cuisinière là-bas. Elle m'a trouvée le jour où on m'a déposée, complètement paumée, qui pleurait toutes les larmes de mon corps, avec ce collier autour du cou. Elle s'est attachée à moi, quand elle est partie à la retraite. Elle m'a emmenée avec elle. 10 ans. Isabelle avait 10 ans, quand elle était morte. Et c'était exactement 15 ans plus tôt. François sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les lumières de Paris défilaient derrière la vitre, floues, irréelles. Il avait l'impression de vivre un rêve, ou un cauchemar. Les initiales, sa voix tremblait malgré lui. Il y a des initiales gravées au dos, non? Claire fronça les sourcils, visiblement étonnée qu'il le sache. Ouais, idée, mais j'ai jamais su ce que ça voulait dire. Peut-être les initiales de ma vraie mère, ou de celle qui m'a abandonnée. Elle eut un rire amer. En tout cas, j'ai jamais pu retrouver qui c'était. J'ai cherché pendant des années. Mais rien, comme si j'étais sortie de nulle part. François dut se cramponner à la barre pour ne pas tomber. Idée. Isabelle Delacroix. Sa fille. Sa petite fille était vivante. Ou alors il devenait complètement fou. Peut-être qu'il avait enfin pété un câble après 15 ans à vivre comme un fantôme dans sa putain de baraque trop grande de Neuilly-sur-Seine. Avec juste Véronique pour lui tenir compagnie. Véronique, qu'il avait épousée 7 ans après la mort d'Isabelle, dans un moment de faiblesse, parce qu'il ne supportait plus la solitude. Le bus pila à l'arrêt suivant. François se leva d'un bond, le souffle court. « Écoutez, » dit-il en se tournant vers Claire, « je sais que ça va paraître bizarre, mais j'ai une proposition à vous faire. » Claire le regarda avec méfiance. Voilà, elle s'en doutait. Un type riche qui paye sa course. Évidemment qu'il voulait quelque chose en retour. « Je cherche une assistante, » poursuivit François rapidement. « Personnelle, pour m'aider à gérer mon agenda, mes papiers, ce genre de trucs, rien de compliqué, 2000 € par mois pour commencer, avec mutuelle et tout le tralala. » Claire en resta bouche bée. 2000 €, c'était le double de ce qu'elle gagnait en se crevant le cul 15 heures par jour. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, suspicieuse. « Vous me connaissez même pas. Disons que j'ai un bon feeling. » François sortit une carte de visite de sa poche intérieure. François Delacroix. Delacroix Hôtel. Réfléchissez-y. Il descendit du bus avant qu'elle puisse répondre, la laissant avec la carte entre les doigts et 1000 questions qui lui explosèrent dans la tête. François marcha dans la nuit parisienne, le cœur battant la chamade. Il n'avait pas prévu de descendre à cet arrêt. Son taxi l'avait déposé là par hasard, parce que le chauffeur s'était trompé d'adresse. Pierre, son chauffeur habituel, avait pris sa soirée, le destin ou la folie. Il sortit son portable et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Allô, docteur Mercier, c'est François Delacroix. J'ai besoin d'une analyse ADN, discrète et rapide. Je vous envoie un échantillon demain. » Dans le bus qui s'éloignait, Claire fixait la carte de visite comme si c'était un billet de loterie gagnant. Delacroix Hôtel. Elle connaissait. Tout le monde à Paris connaissait. Une chaîne de palaces de luxe. Qu'est-ce qu'un mec aussi riche pouvait bien lui vouloir? Claire passa 3 jours à fixer la carte de visite posée sur la table de la cuisine. 3 jours à se demander si elle devait appeler ou jeter ce foutu bout de carton à la poubelle. « Tu devrais y aller, ma chérie », dit grand-mère Jeanne depuis son lit, sa voix faible mais déterminée. 2000 €, c'est pas rien. On pourrait enfin payer mes médocs sans que tu te crèves au boulot. Claire se mordit la lèvre. Grand-mère avait raison, comme toujours. Mais quelque chose clochait dans toute cette histoire. Un type aussi riche qui lui propose un job comme ça, juste parce qu'il a un bon feeling. N'importe quoi, pourtant. Le 4e jour, elle composa le numéro. Delacroix Hôtel. Bonjour. La voix au bout du fil était professionnelle, polie, terriblement classe. Claire faillit raccrocher. Bonjour, j'aimerais parler à monsieur Delacroix. C'est Claire Moreau. Un instant. S'il vous plaît. » Il y eut un déclic. Puis la voix grave de François résonna dans l'écouteur. « Mademoiselle Moreau, je suis content que vous appeliez. Ouais, j'ai réfléchi à votre proposition. Parfait, vous pouvez commencer demain. » Claire manqua s'étouffer. « Demain, oui, je suppose. Excellent. Mon chauffeur viendra vous chercher à 8 heures.
Envoyez-moi votre adresse par SMS. À demain. » Il raccrocha avant qu'elle puisse protester. Claire fixa son téléphone. Abasourdie, qu'est-ce qu'elle venait de faire, bordel? Le lendemain matin, une Mercedes noire s'arrêta pile à 8 heures devant l'immeuble délabré de Belleville, où Claire vivait avec grand-mère Jeanne. Les voisins sortaient déjà les poubelles et mataient à la bagnole de luxe avec des yeux ronds. Pierre, le chauffeur de François, un homme d'une 60aine d'années au visage impassible, lui ouvrit la portière sans un mot. Claire grimpa à l'arrière, mal à l'aise dans son jean propre et son chemisier blanc, qui était son seul vêtement à peu près correct. La Mercedes fila à travers Paris, traversant des quartiers de plus en plus chics. Belleville laissa place au Marais, puis aux Champs-Élysées, puis à Neuilly-sur-Seine, des rues bordées d'arbres impeccables, des maisons qui ressemblaient à des châteaux. Quand la voiture s'arrêta devant une grille monumentale, Claire crut qu'elle s'était trompée d'adresse. Mais non, le portail s'ouvrit automatiquement, et la Mercedes s'engagea dans une allée de gravier qui menait à une putain de mansion. François l'attendait sur les marches du perron. Habillé d'un costume gris anthracite impeccable, il sourit en la voyant descendre de voiture. « Bienvenue, Claire. Vous habitez vraiment ici ?»« Oui, entrez. Je vais vous faire visiter. » L'intérieur était encore plus dingue que l'extérieur. Des plafonds à 3 mètres de haut, des lustres en cristal, des tableaux qui avaient l'air super chers. Claire avait l'impression d'être dans un musée. François la guida jusqu'à son bureau au premier étage, une pièce immense avec des bibliothèques du sol au plafond et une vue imprenable sur le jardin à la française. « Votre travail sera simple », expliqua-t-il en désignant un bureau flambant neuf installé dans un coin. « Trier mon courrier, gérer mon agenda, prendre des rendez-vous, rien de sorcier, vous apprendrez vite. » Claire hocha la tête, encore sous le choc. François se servit un verre d'eau à la carafe posée sur son bureau et lui en tendit un. « Tenez, vous avez l'air tendu. » Elle but quelques gorgées, reconnaissante. L'eau était fraîche, presque glacée. François observait chaque geste qu'elle faisait avec une intensité troublante. La façon dont elle portait le verre à ses lèvres, dont elle repoussait une mèche de cheveux derrière son oreille, dont ses yeux s'illuminaient légèrement en découvrant les tableaux accrochés au mur. « Vous aimez l'art ?» demanda-t-il. « Oh, j'y connais rien. » Claire rougit. « Mais c'est beau. J'ai toujours aimé dessiner. Quand j'étais petite, grand-mère me donnait des crayons de couleur et je passais des heures à gribouiller. » Le cœur de François se serra. Isabelle adorait dessiner. Elle passait des après-midi entiers allongée sur le tapis du salon, à créer des mondes imaginaires avec ses feutres. « Vous pouvez continuer si ça vous chante, » dit-il doucement. « Il y a du matériel de dessin dans le placard là-bas. Servez-vous. » Claire le regarda, interdite. Quel genre de patron disait des trucs pareils? Pendant les 2 semaines qui suivirent, François observa Claire comme un faucon. Chaque détail, chaque geste, la façon dont elle se mordillait la lèvre inférieure quand elle réfléchissait, exactement comme Isabelle. Son rire cristallin quand Pierre racontait une blague pourrie. Sa gentillesse naturelle avec le personnel de maison, qu'elle traitait comme des égaux et non comme des domestiques. Et surtout, ce pendentif en forme de croissant de lune qui ne quittait jamais son cou, le 5e jour, François avait discrètement récupéré le verre d'eau que Claire avait utilisé lors de sa première journée. Il l'avait emballé dans un sac hermétique et l'avait envoyé au docteur Mercier, un généticien de renom qui lui devait quelques services. « Je veux un test de paternité », avait-il dit au téléphone. Discrétion absolue. « Bien sûr, François. » Comptez 2 semaines pour les résultats. 2 semaines de torture. 2 semaines à osciller entre l'espoir fou et la certitude qu'il devenait complètement dingue. Isabelle était morte. Il avait vu son corps. Enfin, ce qu'il en restait. Sauf que... Et si ce n'était pas son corps, au 47 avenue Foch, dans une autre aile de la même mansion, Véronique Lambert de la Croix raccrochait brutalement son portable. Ses mains tremblaient. Elle venait d'intercepter un appel du laboratoire Mercier destiné à François. Une secrétaire distraite avait appelé la ligne fixe par erreur pour confirmer que l'analyse ADN demandée par Monsieur Delacroix sera prête dans quelques jours. Analyse ADN, Véronique sentit son sang se glacer. Ça faisait 3 semaines que François agissait bizarrement. 3 semaines qu'il avait embauché cette petite conne de fille pauvre comme assistante. 3 semaines qu'il la regardait avec des yeux de cocker, comme s'il voyait un fantôme. Elle n'était pas idiote. Elle avait tout de suite remarqué le pendentif que la fille portait au cou, ce foutu pendentif qu'elle avait oublié d'enlever 15 ans plus tôt,
Véronique s'effondra dans le canapé de sa chambre, le souffle court. Non, 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 non. C'était impossible. Personne ne pouvait savoir. Elle avait tout prévu, tout calculé, le corps dans la voiture, les papiers de l'orphelinat, l'identité falsifiée. Comment François avait-il pu la retrouver? Ses pensées tourbillonnaient comme une tempête. 15 ans plus tôt, elle était juste la secrétaire ambitieuse et frustrée de François Delacroix. Elle le voulait, son argent, son pouvoir, son statut, mais il était marié à Sophie. Et surtout, il adorait sa petite Isabelle plus que tout au monde. Alors Véronique avait élaboré le plan parfait. Son frère Luc, un trafiquant minable de Marseille, avait des contacts dans des réseaux louches. Il avait fourni le corps, une pauvre fille d'Europe de l'Est, victime de trafic humain, que personne ne réclamerait jamais. Véronique avait organisé la sortie scolaire à Lyon, s'était portée volontaire pour accompagner les enfants, elle avait dopé la limonade d'Isabelle pendant le trajet retour. La petite s'était endormie comme un bébé, sur une aire d'autoroute déserte. Véronique avait transféré Isabelle inconsciente dans la voiture de son frère. Puis elle avait placé le cadavre de substitution dans le bus scolaire, arrosé d'essence, et mis le feu. L'accident parfait, Isabelle avait été conduite à un orphelinat clandestin avec des faux papiers. Claire Moreau, 10 ans, parents inconnus. Luc avait graissé la patte au directeur. Personne ne poserait de questions. Et ça avait marché pendant 7 ans. Véronique avait consolé François, l'avait soutenu dans son deuil, avait été là quand il s'effondrait, jusqu'à ce qu'il finisse par l'épouser, épuisé par la solitude, Victoire. Sauf que maintenant, 15 ans plus tard, cette petite conne débarquait avec le pendentif au cou et François demandait des tests ADN. Véronique attrapa son téléphone et composa le numéro de son frère. « Luc, on a un problème. » Dans son bureau, François fixait le calendrier accroché au mur, encore 3 jours avant les résultats. 3 jours avant de savoir si sa vie entière allait basculer. Il regarda par la fenêtre, dans le jardin. Claire dessinait, assise sur un banc, profitant de sa pause déjeuner. Le soleil faisait briller le croissant de lune argenté contre sa peau. « Isabelle, » murmura-t-il, « si c'est vraiment toi, je te retrouverai, je te le promets. » 15 ans plus tôt, mai 2010. Véronique Lambert ajustait nerveusement son tailleur beige en attendant devant le bureau de François Delacroix. À 30 ans, elle était sa secrétaire depuis 5 ans déjà, et chaque jour qui passait renforçait son obsession. Elle ne l'aimait pas vraiment, non. C'était pire que ça. Elle voulait être lui, ou plutôt, elle voulait tout ce qu'il possédait. L'argent, le pouvoir, les invitations au gala, les voyages en première classe, cette putain de vie de luxe qui lui échappait malgré ses diplômes et son acharnement. Mais François ne la voyait pas. Comment aurait-il pu? Il avait Sophie, sa femme parfaite. Et surtout, il avait Isabelle, sa fille de 10 ans qu'il adorait comme un dingue. Véronique les voyait parfois quand la petite venait au bureau après l'école. François lâchait tout pour elle, la faisait tournoyer dans ses bras, riait comme un gosse. Ça la rendait malade. « Tu veux quoi exactement ?» avait demandé son frère Luc quelques semaines plus tôt, attablé dans un bar pourri de Marseille où elle l'avait rejoint. Luc n'était pas un type bien, trafic de clopes, de cam, et depuis peu, des trucs encore plus sombres avec des réseaux d'Europe de l'Est. Véronique ne posait pas trop de questions, elle avait juste besoin de lui. « Je veux qu'Isabelle disparaisse », avait-elle lâché d'une voix blanche. Luc avait levé un sourcil, son éternel cure-dent coincé entre les dents. « Tu déconnes. Tant que cette gosse sera dans le décor, François ne verra jamais personne d'autre. Elle est tout pour lui, si elle disparaît. Il sera détruit, vulnérable, et je serai là pour le consoler. « T'es vraiment une sale garce », avait ricané Luc. Mais il n'avait pas dit non. Le plan s'était mis en place méthodiquement. Véronique s'était portée volontaire pour accompagner la sortie scolaire d'Isabelle à Lyon. Une visite au musée des Confluences. Les profs étaient ravis d'avoir une adulte supplémentaire. Pendant le trajet retour en bus, Véronique avait versé un somnifère puissant dans la limonade d'Isabelle. La petite l'avait bu sans méfiance, puis s'était endormie paisiblement contre la vitre. Comme beaucoup d'autres enfants fatigués, sur l'aire d'autoroute prévue, déserte à cette heure tardée, Véronique avait prétexté un malaise et demandé au chauffeur de s'arrêter. Pendant que tout le monde descendait se dégourdir les jambes, elle avait porté Isabelle inconsciente jusqu'au van de Luc garé à l'écart. « T'es sûre ?» avait murmuré son frère.
en calant le corps inerte de la gamine sur la banquette arrière. « Ferme-la et roule. » Puis était venue la partie la plus horrible, la fille que Luc avait fournie, une pauvre gosse roumaine de 12 ans, victime de trafic, morte d'une overdose forcée la veille, était déjà dans le coffre du van. Véronique avait dû la transporter jusqu'au bus, la mettre à la place d'Isabelle, l'habiller avec les vêtements de la petite. Ses mains tremblaient, mais elle n'avait pas flanché. L'essence répandue dans tout le bus, l'allumette, les flammes qui avaient dévoré le véhicule en quelques minutes, avec le corps à l'intérieur, Véronique avait couru vers les autres en hurlant, les vêtements noircis par la fumée, jouant la victime traumatisée. Les secours étaient arrivés trop tard. Le feu avait tout calciné. Le corps était méconnaissable. On avait dû l'identifier par les dents. Et Véronique avait eu la brillante idée de suggérer le dentiste d'Isabelle. Après avoir subtilement échangé les dossiers dentaires grâce à un contact corrompu de Luc, François s'était effondré. Sophie aussi. Le couple avait implosé en 6 mois. Sophie était partie vivre en Suisse, incapable de supporter Paris sans sa fille. François s'était muré dans le silence et le travail. Et Véronique avait attendu, patiemment, 7 longues années à jouer la confidente dévouée, l'épaule sur laquelle pleurer, la présence rassurante, jusqu'à ce qu'un soir, épuisé et seul, François lui propose de dîner, puis un autre encore. 2 ans plus tard, ils se mariaient. Victoire, présent, septembre 2025. Véronique marchait de long en large dans sa chambre, le portable collé à l'oreille. « Luc, je te dis qu'il sait », siffla-t-elle. « Il a demandé un test ADN. »« Putain, comment c'est possible ?» La voix de son frère était pâteuse. Il devait être bourré comme d'hab. La gosse, elle est censée avoir disparu dans la nature. L'orphelinat a fermé il y a 10 ans. Les dossiers ont été détruits. Sauf qu'elle n'est pas disparue. Justement. Véronique sentait la panique monter comme une marée noire. Elle est là. Bordel. Il l'a embauchée comme assistante. Cette conne porte encore le pendentif. J'aurais dû lui arracher ce foutu collier avant de la laisser à l'orphelinat. Il y eut un silence pesant au bout du fil. « Bon, écoute, » finit par dire Luc. « Si c'est vraiment elle et que le test ADN le confirme, t'es dans la merde jusqu'au cou. On parle de kidnapping, homicide, faux en écriture. T'en as pour perpète. Tu crois que je le sais pas ?» Véronique se laissa tomber sur le lit, la tête entre les mains. Tout ce qu'elle avait construit, le mariage, le statut, l'argent, la vie de rêve, tout allait s'écrouler. « Faut que je réfléchisse », murmura-t-elle. « Faut que je trouve un moyen de... » De quoi ? De la faire disparaître encore une fois. Luc ricana amèrement. « T'as déjà joué à ça ? Frangin, ça marche pas 2 fois. Alors quoi ? Je fais rien, et j'attends gentiment qu'on vienne m'arrêter. Moi je te dis, tu te tires. Tu vides les comptes en banque et tu te barres à l'étranger avant que ça pète. » Véronique ferma les yeux. Fuir. Abandonner tout ce pourquoi elle avait sacrifié son humanité. Impossible. « Il y a peut-être un autre moyen, » souffla-t-elle. « Si je prouve que c'est pas elle, si j'invente une histoire qui tient la route. T'es en train de te noyer. Véro, accepte-le. » Elle raccrocha rageusement. Le soir même, Véronique descendit dîner avec François comme si de rien n'était. Il était déjà attablé dans la salle à manger immense, perdu dans ses pensées. « Bonsoir, chérie, » dit-elle en l'embrassant sur la joue. « Bonsoir. » Sa voix était distante. Ailleurs. Véronique le connaissait par cœur maintenant. Il cachait quelque chose. « Tu as l'air préoccupé. Tout va bien au bureau. »« Oui, oui, juste. Fatigué. » Le dîner se déroula dans un silence pesant. Véronique picorait dans son assiette, incapable d'avaler quoi que ce soit. Elle observait François du coin de l'œil, essayant de deviner jusqu'où allait sa découverte. Cette nouvelle assistante, Claire, lança-t-elle d'un ton faussement détaché. Elle fait du bon travail. François leva les yeux de son assiette. Excellente, très consciencieuse. Tu l'as embauchée rapidement. Tu la connaissais avant ? Non. François reposa sa fourchette. Pourquoi toutes ces questions ? Simple curiosité. Véronique sourit, mais son cœur battait à tout rompre. C'est juste. Inhabituel de ta part d'engager quelqu'un sur un coup de tête. J'ai eu une bonne intuition. Le regard de François était indéchiffrable. Véronique sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il savait, ou du moins, il soupçonnait. Cette nuit-là, Véronique ne dormit pas, allongée dans le noir à côté de François,
qui ronflait doucement. Elle fixait le plafond, en échafaudant des plans désespérés. Elle pourrait dire que le pendentif était une copie, qu'elle en avait vu des dizaines comme ça dans les bijouteries, que c'était une coïncidence. Non, trop faible. François n'était pas idiot. Elle pourrait prétendre qu'elle avait elle-même été manipulée 15 ans plus tôt, qu'on l'avait forcée, menacée, qu'il la croirait. Elle pourrait accuser Claire, dire que c'était une arnaqueuse, une mythomane qui avait volé le pendentif et se faisait passer pour Isabelle, pour mettre la main sur la fortune de la Croix. Oui, ça pouvait marcher. Si elle jouait bien ses cartes, si elle semait le doute, Véronique se tourna vers François endormi, son mari, l'homme qu'elle avait passé 15 ans à manipuler. « Pardon », chuchota-t-elle dans le noir, sans trop savoir à qui elle s'adressait vraiment. « Mais j'ai pas fait tout ça pour me retrouver en tôle. » Elle se leva sans bruit et descendit à son bureau. Elle devait agir vite, très vite. Le lendemain matin, elle appellerait son propre détective privé, quelqu'un de discret qui lui devait des services. Il creuserait le passé de Claire, chercherait n'importe quelle faille, n'importe quel détail louche à exploiter, et si ça ne suffisait pas, Véronique ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe contenant 10 000 € en liquide. L'argent qu'elle gardait toujours pour les urgences, il existait des moyens plus radicaux de faire disparaître un problème. Elle avait déjà tué une fois. Après tout, François n'avait pas fermé l'œil de la nuit, à 6 heures du matin. Il était déjà dans son bureau, une tasse de café noir à la main, fixant son portable comme si le simple fait de le regarder pouvait faire sonner le docteur Mercier plus vite. Aujourd'hui, les résultats arrivaient aujourd'hui. 2 semaines d'attente qui lui avaient paru durer 2 siècles. 2 semaines à observer Claire, à chercher Isabelle dans chacun de ses gestes, chacune de ses expressions. Et putain, il la voyait partout. La façon dont Claire fronçait le nez quand elle était concentrée, son rire en cascade quand Pierre racontait une de ses histoires pourries, sa manie de mordiller son stylo en réfléchissant, même sa démarche, légère, presque dansante, lui rappelait sa fille. Ou alors il était juste en train de perdre la boule complètement. Peut-être qu'il voyait ce qu'il voulait voir, rien de plus. Le portable vibra. François faillit renverser son café. Docteur Mercier. Ses mains tremblaient tellement qu'il dut s'y reprendre à 2 fois pour décrocher. « Allô. Bonjour François. J'ai les résultats. » Un silence. Le cœur de François battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Et probabilité de paternité, 99,9%. La voix du docteur Mercier était grave, presque solennelle. « François, cette jeune femme est votre fille biologique, aucun doute possible. » Le monde s'arrêta. François se laissa tomber dans son fauteuil, le souffle coupé. Des larmes, les premières depuis 15 ans, se mirent à couler sur ses joues, sans qu'il puisse les retenir. « François, vous êtes là. »« Oui, » murmura-t-il d'une voix brisée. « Oui, je... Merci, docteur. Merci. » Il raccrocha et enfouit son visage dans ses mains. Des sanglots silencieux secouaient ses épaules. Isabelle, sa petite Isabelle était vivante. Elle avait survécu. Elle était là, à quelques mètres de lui, vivante et en bonne santé. Mais alors, comment? Pourquoi? Qui avait fait ça? Les questions explosaient dans sa tête comme des feux d'artifice. Quelqu'un avait kidnappé sa fille, mis un autre corps à sa place, falsifié les documents. Quelqu'un avait détruit sa vie, l'avait fait vivre 15 ans dans le mensonge. Qui? François essuya rageusement ses larmes et attrapa son téléphone. Il composa le numéro de Martin Ferreira, un détective privé qu'il avait embauché quelques années plus tôt pour une affaire d'espionnage industriel, le meilleur dans son domaine. « Martin, c'est François Delacroix. J'ai besoin de toi. Immédiatement. Et je m'en fous du prix. » 3 heures plus tard. Martin Ferreira était assis dans le bureau de François, son ordinateur portable ouvert devant lui, la quarantaine sportive, crâne rasé, regard perçant. Le genre de type qui ne lâchait jamais une piste. François lui avait tout raconté. Le pendentif, la rencontre avec Claire, le test ADN, les 15 années de mensonges. Putain de merde, avait lâché Martin en secouant la tête. C'est du lourd, François. Très lourd. Je sais, et je veux des noms. Je veux savoir qui a fait ça. Ça va prendre du temps. 15 ans, c'est long. Les traces se sont effacées. Je t'ai dit que je m'en foutais du prix. Engage qui tu veux. Achète qui tu veux. Mais trouve-moi la vérité. Martin hocha la tête, déjà en train de taper sur son clavier. On commence par où?
L'accident, l'autoroute du Sud, mai 2010. Trouve-moi le dossier complet, le rapport des pompiers, l'autopsie, les témoins, tout. Et le corps, celui qui a été identifié comme votre fille. Justement. François serra les poings. Je veux savoir qui c'était vraiment. Et comment on a pu me faire croire que c'était Isabelle? Martin prenait des notes à toute vitesse. L'orphelinat Sainte-Marie aussi. Il a fermé, mais les dossiers doivent être archivés quelque part. Je veux savoir qui a enregistré Claire Moreau ce jour-là. Avec quel papier? Qui a signé? Compris? Autre chose. François hésita, puis lâcha ce qui lui brûlait les lèvres depuis le matin. Véronique, ma femme, creuse son passé, en détail. Martin releva la tête, surpris. Vous la soupçonnez? Je sais pas. François se passa une main dans les cheveux. Mais elle était là. Elle accompagnait la sortie scolaire ce jour-là. Elle était volontaire. Et après la mort d'Isabelle, elle a toujours été là. Trop là, peut-être. Comme si... Il ne finit pas sa phrase. C'était trop monstrueux à formuler. Martin referma son ordinateur. J'aurai des premières pistes d'ici quelques jours. En attendant, faites comme si de rien n'était. Surtout devant votre femme, si elle est impliquée. Faut pas qu'elle se doute qu'on la surveille. François acquiesça. Jouer la comédie, faire semblant que tout allait bien, alors que sa vie venait d'imploser pour la 2e fois en 15 ans. Dans le couloir, Claire passait l'aspirateur en fredonnant. Elle adorait ce boulot. Même si elle ne comprenait toujours pas pourquoi François lui avait proposé 2 000 € par mois pour répondre au téléphone et trier du courrier. C'était trop beau pour être vrai, mais bon, elle se posait pas trop de questions. Grand-mère Jeanne allait mieux grâce au nouveau médoc qu'elle pouvait enfin se payer. C'était ça qui comptait. Claire, elle sursauta. François se tenait dans l'encadrement de la porte de son bureau. Il avait les yeux rouges, comme s'il avait pleuré. Oui, monsieur Delacroix. Appelez-moi François. Il lui sourit, mais c'était un sourire bizarre, triste et heureux en même temps. Vous vous plaisez ici. Oui, beaucoup. C'est vraiment génial. Merci encore pour cette opportunité. François la fixait avec une intensité troublante. Claire se tortilla, mal à l'aise. Y a un problème. Non, aucun. Il détourna le regard. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Il retourna dans son bureau et ferma la porte. Claire resta plantée là, perplexe. Décidément, ce type était vraiment chelou parfois, le soir même. Véronique dînait avec son frère Luc dans un resto discret du 13e arrondissement. Un boui-boui miteux où personne ne les reconnaîtrait. Alors, demanda Luc en enfournant des frites graisseuses. T'as trouvé une solution. J'ai engagé quelqu'un, murmura Véronique en jetant des coups d'œil nerveux autour d'elle. Un détective privé, pour creuser le passé de Claire. Si je trouve des trucs louches, des dettes, des petits délits, n'importe quoi, je peux prétendre qu'elle est une arnaqueuse. Luc ricana. T'es pathétique. Tu crois vraiment que ça va suffire si François a déjà le test ADN? Ferme-la. Véronique avala une gorgée de vin d'un trait. J'ai pas d'autre choix. Si, tu peux te tirer. Non. Alors, faut éliminer le problème. Luc la regarda droit dans les yeux. Définitivement. Véronique sentit son sang se glacer. Tu veux dire, je connais des gars, discrets, efficaces, un accident, ça arrive vite. T'es malade. Non, je suis pragmatique. Luc essuya ses mains grasses sur une serviette. T'as déjà tué une fois, frangin. Une gamine innocente en plus. Pourquoi tu t'arrêterais maintenant? Véronique ferma les yeux. Il avait raison. Elle avait franchi cette ligne il y a 15 ans. Qu'est-ce qui l'empêchait de le refaire? Laisse-moi réfléchir, souffla-t-elle, pendant ce temps. Martin Ferreira bossait déjà, en quelques heures. Il avait mis la main sur des trucs intéressants. Le rapport d'autopsie de 2010 était bancal, plein d'incohérences. Le médecin légiste qui l'avait signé, un certain docteur Arnaud Blanc, avait été radié de l'ordre des médecins 2 ans plus tard, pour falsification de documents. Bingo. Martin appela François immédiatement. « J'ai trouvé ton médecin véreux. Il vit maintenant à Toulouse, dans la dèche totale. Je pars l'interroger demain matin. Fais-le parler, par tous les moyens. » Compris. Martin raccrocha et sourit. Il adorait ce genre d'affaires. 15 ans de mensonges qui s'écroulaient comme un château de cartes. Cette nuit-là, François ne dormit pas non plus. Il monta au grenier, un endroit qu'il n'avait pas visité depuis des années,
et fouilla dans les cartons poussiéreux jusqu'à trouver celui qu'il cherchait. Les affaires d'Isabelle, ses dessins, ses jouets, sa peluche préférée, un lapin rose tout miteux qu'elle appelait Caramel. François serra le lapin contre lui et pleura comme un môme. « Je vais te ramener à la maison, ma puce », murmura-t-il dans le noir. « Je te le jure. » Martin Ferreira gara sa voiture de location devant un immeuble délabré de la banlieue toulousaine. Le quartier sentait la misère et l'abandon. Des tags sur les murs, des poubelles qui débordaient, des gosses qui jouaient au foot entre deux carcasses de bagnoles. Le docteur Arnaud Blanc vivait au 3e étage, dans un 2 pièces miteux, qui puait la clope froide et l'alcool bon marché. Martin frappa 3 coups secs à la porte. « Qui c'est ?» grogna une voix éraillée de l'autre côté. « Quelqu'un qui veut vous parler d'un vieux dossier ? Ça vaut le coup d'ouvrir. » La porte s'entrebâilla sur la gueule ravagée d'un type qui avait clairement arrêté de se battre contre la vie. Arnaud Blanc devait avoir dans les 65 balais, mais il en paraissait 80. Les cheveux gras, la barbe de 3 jours, un t-shirt taché. « J'ai rien à dire aux flics », marmonna-t-il en essayant de refermer. Martin bloqua la porte avec son pied. « Je suis pas flic, détective privé, et j'ai 10 000 € en liquide pour vous si vous me racontez ce qui s'est vraiment passé en mai 2010. » L'autopsie d'Isabelle Delacroix. Le visage d'Arnaud se décomposa. Il recula d'un pas, livide. « Je sais pas de quoi vous parlez. »« Bien sûr que si. » Martin sortit une enveloppe Kraft de sa veste et la brandit. « 10 000, cash, tout ce que vous avez à faire. C'est me dire qui vous a payé pour falsifier le rapport. » Arnaud hésita. Ses yeux se posèrent sur l'enveloppe comme un affamé devant un steak, puis il s'effondra. « Putain, je savais que ça me retomberait dessus un jour. » Il ouvrit la porte en grand et laissa entrer Martin. 20 minutes plus tard, Martin avait tout. Arnaud avait craché le morceau sans trop se faire prier. En 2010, il était criblé de dettes de jeu. Un type, qu'il décrivit comme un gros balèze de Marseille, genre mafieux, l'avait contacté. Le deal était simple. 15 000 € pour signer un rapport d'autopsie bidon. Le corps que j'ai examiné, expliqua Arnaud d'une voix chevrotante. C'était pas une gamine française de 10 ans. C'était une ado, 13 ou 14 ans. Europe de l'Est à vue de nez. Morte depuis au moins 24 heures avant le soi-disant accident. Comment vous le saviez ? Les poumons, il n'y avait pas de traces d'inhalation de fumée. La gosse était déjà morte quand le feu a pris. Arnaud se servit un verre de gnôle. J'ai quand même signé le rapport. J'avais besoin du fric. Et le dossier dentaire, comment ça a pu coller ? Aucune idée. C'était pas mon problème. Mais quelqu'un a forcément graissé la patte au dentiste aussi. Martin prenait des notes à toute vitesse. Ce type de Marseille, vous pouvez le décrire. Costaud, 1,80 m, cheveux noirs, cicatrice au-dessus de l'œil gauche, accent du sud bien prononcé, il se faisait appeler Luc. Bingo, Martin savait exactement comment retrouver ce mec, pendant ce temps à Paris. François jonglait entre l'euphorie et l'angoisse. Sa fille était vivante. Putain, sa fille était vivante. Mais il ne pouvait rien lui dire. Pas encore. Pas tant qu'il ne savait pas toute la vérité. Claire continuait à travailler, inconsciente du séisme qui se préparait. François la regardait parfois à travers la vitre de son bureau, le cœur gonflé d'un amour paternel qu'il avait cru mort à jamais. Un après-midi, elle frappa à sa porte. « François, j'ai trié le courrier. Il y a ça pour vous. » Elle lui tendit une pile d'enveloppes. Leurs doigts se frôlèrent une seconde. François sentit sa gorge se serrer. « Merci, Claire. De rien. » Elle hésita sur le seuil. « Vous allez bien. Vous avez l'air, ailleurs, ces derniers temps. Juste du boulot. Rien de grave. » Claire hocha la tête, pas convaincue, et referma la porte. François attendit qu'elle s'éloigne, puis s'autorisa enfin à respirer. « Ma petite fille, t'es là, à quelques mètres, et tu sais même pas qui tu es vraiment. » Le surlendemain, Martin débarqua dans le bureau de François, avec un dossier épais comme un annuaire. « J'ai tout », annonça-t-il en posant le dossier sur le bureau. « Prépare-toi, ça va faire mal. » François ouvrit le dossier. À l'intérieur, le témoignage écrit d'Arnaud Blanc, des copies de virements bancaires suspects datant de 2010, des photos d'un certain Luc Lambert, le frère de Véronique, et surtout, la preuve que Véronique avait personnellement organisé la sortie scolaire fatidique. Elle n'était pas juste accompagnatrice, expliqua Martin. Elle s'est portée volontaire 2 semaines à l'avance. Elle a insisté auprès de la directrice de l'école. Elle voulait absolument être dans ce bus. François sentit la nausée monter. « Continue. »
Son frère Luc est connu des services de police, trafic en tout genre, cigarettes, drogue, et depuis 2008, soupçonné de tremper dans des réseaux de traite d'êtres humains, des filles d'Europe de l'Est principalement. Les pièces du puzzle s'assemblaient, le corps dans le bus, le médecin légiste corrompu, Luc Lambert, Véronique et son frère ont monté tout ça ensemble, murmura François, la voix blanche. Ma propre femme, oh ça va plus loin. Martin sortit d'autres documents. J'ai retrouvé des témoins, un routier qui bossait sur l'autoroute du Sud en 2010. Il se souvient d'avoir vu un van blanc garé à l'écart de l'aire d'autoroute, le soir de l'accident, dedans. Une femme qui correspondait au signalement de Véronique, et un type costaud, Luc probablement. François ferma les yeux. Chaque révélation était un coup de poignard. Et l'orphelinat. L'orphelinat Sainte-Marie a fermé en 2015 suite à des irrégularités administratives. Mais j'ai retrouvé l'ancienne directrice. Elle se souvient très bien de Claire Moreau. Martin feuilleta ses notes. La gosse est arrivée un matin de mai 2010 avec un homme qui prétendait être un travailleur social. Faux papiers, fausse identité. L'homme a payé cash pour que la directrice ferme les yeux. Laisse-moi deviner. Cet homme ressemblait à Luc Lambert. Exactement. La directrice l'a identifié sur photo. François se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, le jardin était paisible. Claire lisait sur un banc, profitant de sa pause. « Elle a détruit ma vie », murmura-t-il. « Elle a kidnappé ma fille, utilisé le corps d'une pauvre gosse morte, m'a fait vivre 15 ans dans le mensonge. Et tout ça pourquoi ? Pour m'épouser, pour l'argent. Yes. Y a pire, dit Martin doucement. J'ai vérifié les comptes bancaires. Depuis votre mariage, Véronique a siphonné discrètement plusieurs centaines de milliers d'euros vers des comptes offshore. Elle se préparait une porte de sortie. François sentit la rage exploser en lui. Une rage froide, dévastatrice. Je veux tout. Tous les témoignages, toutes les preuves, tous les documents. Je veux un dossier en béton qui l'enverra en prison jusqu'à la fin de ses jours. C'est déjà presque fait. Martin referma le dossier. Mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi maintenant ? Pourquoi Véronique flippe autant ces derniers temps ? François se tourna vers lui. Parce qu'elle sait que je l'ai retrouvée, Claire porte toujours le pendentif, celui que j'avais fait faire pour Isabelle. Véronique a dû le remarquer. Elle a compris que j'allais découvrir la vérité. Donc elle est au pied du mur. Martin fronça les sourcils. Ce qui la rend dangereuse. Les gens acculés font des trucs désespérés. Tu penses qu'elle pourrait s'en prendre à Claire ? J'en sais rien. Mais surveille-la, ne la laisse jamais seule avec ta fille. François hocha la tête, glacé jusqu'aux os. Le soir même, au dîner, Véronique jouait la comédie à la perfection. Elle souriait, parlait de choses banales, faisait comme si tout allait bien, mais François voyait clair maintenant. Chaque sourire était un mensonge, chaque mot, une manipulation. Cette femme qu'il avait épousée, qu'il avait laissée entrer dans sa vie, était un monstre. « Tu es bien silencieux, chérie », remarqua Véronique en sirotant son vin. Oh, fatigué. Toujours cette histoire avec Claire. François releva brusquement la tête. Le ton de Véronique était neutre, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur de panique soigneusement dissimulée. « Pourquoi tu parles de Claire ?»« Pour rien. » Véronique haussa les épaules. « C'est juste que tu passes beaucoup de temps avec elle ces derniers temps. Les gens vont jaser. Qu'ils jasent. » Le silence retomba, pesant. François repoussa son assiette, incapable d'avaler une bouchée de plus en présence de cette femme. « Je monte me coucher. Bonne nuit. » Il quitta la table, laissant Véronique seule avec son verre de vin et ses pensées empoisonnées. Dans sa chambre, François appela Martin. « Combien de temps pour boucler le dossier ? » 48 heures. Maximum. Fais vite. J'ai l'impression que le temps nous est compté. 48 heures exactement plus tard. François tenait entre ses mains le dossier complet. 200 pages de preuves irréfutables. Témoignages, relevés bancaires, photos, aveux enregistrés du docteur Blanc, identification formelle de Luc Lambert par plusieurs témoins. Tout y était. Martin avait même réussi à retrouver la trace de virement suspect entre Véronique et son frère, datant précisément de mai 2010. 15 000 €, le prix du silence d'Arnaud Blanc, c'est du solide, avait confirmé Martin. Avec ça, elle en prend pour 30 ans minimum, peut-être perpète si le juge est pas de bonne humeur. François avait passé la nuit à tout relire, encore et encore, jusqu'à ce que chaque mot soit gravé dans sa mémoire, puis il avait pris sa décision. Ce soir, il confronterait Véronique. Ce soir,
À 18h, François envoya Claire chez elle plus tôt que d'habitude. « Profitez de votre soirée. Embrassez grand-mère Jeanne pour moi. » Claire le regarda, surprise. François n'était jamais aussi familier d'habitude. « D'accord, merci. Vous êtes sûr que tout va bien ?»« Certain. À demain. » Il la regarda partir avec un pincement au cœur. Demain, quand elle reviendrait, tout aurait changé. Demain, il lui dirait la vérité, que Véronique serait en prison, qu'elle n'était pas Claire Moreau, mais Isabelle Delacroix, que lui, François, était son père. Mais d'abord, il devait régler ses comptes avec le monstre qui avait détruit leur vie. Véronique rentra à 19h, chargée de sacs de courses du bon marché. Elle sifflotait, apparemment de bonne humeur. « Bonsoir chérie, j'ai acheté ce homard que tu adores. Je me suis dit qu'on pourrait se faire un petit dîner sympa, tous les deux. Ça fait longtemps, non ?» François la regardait depuis le salon, assis dans son fauteuil, le dossier posé sur ses genoux. « On doit parler, Véronique. » Le ton glacial de sa voix figea Véronique sur place. Les sacs lui glissèrent des mains. « Parler de quoi ? » ?»« Viens t'asseoir. » Elle s'avança lentement, le cœur battant. Quelque chose clochait. François avait ce regard, ce putain de regard qu'elle ne lui avait jamais vu, froid, déterminé, dangereux. « François, tu me fais peur là. Qu'est-ce qui se passe ?»« Non. » Il posa le dossier sur la table basse entre eux, épais, menaçant. « Claire n'est pas Claire, » dit-il d'une voix blanche. « C'est Isabelle, ma fille. » Le monde de Véronique bascula, ses jambes se dérobèrent, et elle s'effondra sur le canapé. « Quoi ? Non, c'est impossible. Isabelle est morte, tu le sais. On était là, on... Ferme-la. » La voix de François claqua comme un coup de fouet. « J'ai les résultats ADN, 99,9% de probabilité de paternité. Claire est Isabelle. » Véronique ouvrit la bouche. La referma, son cerveau tournait à 1000 à l'heure, cherchant désespérément une issue. Mais comment c'est possible ? Le corps, l'identification, le corps d'une pauvre fille d'Europe de l'Est, morte depuis 24 heures, fournie par ton frère Luc. François ouvrit le dossier et en sortit une photo. Luc Lambert, trafiquant, ton complice. Véronique devint livide. Je comprends pas de quoi tu parles. Arrête de jouer la comédie. François jeta les documents sur la table, un par un. Témoignage du docteur Arnaud Blanc, médecin légiste corrompu qui a falsifié le rapport d'autopsie. Témoignage d'un routier qui vous a vu, Luc et toi, sur l'aire d'autoroute le soir de l'accident. Relevé bancaire prouvant que tu as payé 15 000 € à Blanc. Témoignage de la directrice de l'orphelinat, qui a identifié Luc comme l'homme qui a amené Isabelle sous le nom de Claire Moreau. Chaque document tombait comme une pierre tombale. Véronique se recroquevillait sur elle-même. « François, écoute-moi. 15 ans !» Il se leva d'un bond, la voix tremblante de rage. « 15 putains d'années que tu m'as fait croire que ma fille était morte. Tu as kidnappé une enfant de 10 ans, utilisé le cadavre d'une autre gamine, détruit ma vie, mon mariage avec Sophie. Tout ça pourquoi ? Pour m'épouser. Pour le fric. » Véronique fondit en larmes. De vraies larmes cette fois. Pas calculées. « J'étais amoureuse de toi, » sanglota-elle. « Depuis toujours. Mais tu me voyais pas. Tu voyais personne à part Isabelle. Elle était tout pour toi. J'avais pas le choix. Pas le choix. » François la dominait de toute sa hauteur, les poings serrés. « Tu as tué une innocente. Tu as kidnappé ma fille. Tu m'as fait vivre dans le mensonge pendant 15 ans. Et tu oses dire que t'avais pas le choix. Je voulais juste que tu m'aimes, » hurla Véronique. « C'est tout ce que je voulais. Tu es un monstre. » Le mot tomba comme un coup près. Véronique s'essuya rageusement les yeux. Les larmes laissèrent place à quelque chose d'autre. Quelque chose de froid et de calculateur. « Et maintenant quoi ?» cracha-t-elle. « Tu vas me dénoncer à la police. » « Évidemment. Tu vas créer le plus gros scandale que la France ait jamais vu. » Véronique se redressa, retrouvant son venin. François Delacroix, le grand homme d'affaires, marié pendant 7 ans à la femme qui a kidnappé sa propre fille. Les journaux vont se régaler, tes actionnaires vont paniquer, ton empire va s'effondrer. Je m'en fous. Et tu crois vraiment que je vais aller en prison sans me défendre ? Véronique sourit, un sourire terrible. Je suis ta femme. On est mariés depuis 7 ans. J'ai droit à la moitié de tout ce que tu possèdes. Je peux te traîner en justice pendant des années, bloquer tous tes comptes, détruire ta réputation. François la regarda avec dégoût.
Tu penses vraiment que l'argent va te sauver? Avec les preuves que j'ai, t'iras en tôle quoi qu'il arrive. La seule question c'est, combien de temps? Il sortit son portable. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police. Attends. Véronique bondit du canapé. S'il te plaît, François, on peut trouver un arrangement. Je te donne tout. L'argent, les comptes offshore, je signe ce que tu veux. Mais laisse-moi partir. Laisse-moi juste disparaître. François la fixa, incrédule. Tu crois que je vais te laisser filer? Après ce que tu as fait, pense à Claire, à Isabelle, pardon. Véronique jouait sa dernière carte. Si cette histoire sort, elle va être traînée dans la boue par les médias. La pauvre fille kidnappée devenue femme de ménage. Ils vont la traquer, la harceler. Tu veux vraiment lui infliger ça? François hésita une seconde, une seule. Puis il se souvint du lapin rose dans le grenier, des dessins d'Isabelle, de 15 années volées. Elle est plus forte que tu le penses. Il composa le numéro. « Allô, police, je voudrais signaler un crime, un kidnapping. » Véronique poussa un hurlement de rage et se jeta sur lui pour lui arracher le téléphone. François la repoussa fermement. Elle tomba à genoux, hurlant, pleurant, suppliant. « S'il te plaît, François, je vais tout perdre. Ma vie est finie. » La vie de ma fille était finie aussi, répondit-il froidement. Mais heureusement, elle a survécu, pas grâce à toi, malgré toi. 20 minutes plus tard, 2 voitures de police s'arrêtaient devant la grille de la propriété. Les flics entrèrent, menottèrent Véronique qui se débattait en hurlant des insultes. « Vous allez le regretter, François. Je vous jure que vous allez tous le regretter. » Le capitaine de police prit le dossier des mains de François. « Monsieur Delacroix, on va avoir besoin de votre déposition complète. »« Je sais. Je suis à votre disposition. » Véronique fut emmenée dans une des voitures. Elle se retourna une dernière fois vers François, le visage déformé par la haine. « Je t'ai aimé, » hurla-t-elle à travers la vitre. « Et tu me détruis pour une gamine qui sait même pas qui elle est. » La voiture démarra. François la regarda s'éloigner, impassible. Puis, quand les gyrophares eurent disparu au bout de l'allée, il s'effondra sur les marches du perron et pleura pour les 15 années perdues, pour la femme qu'il avait épousée sans jamais la connaître, pour sa fille qu'il devrait bientôt regarder dans les yeux en lui annonçant que toute sa vie n'était qu'un mensonge. Pierre, le chauffeur, s'approcha discrètement et posa une main sur son épaule. « Vous avez fait ce qu'il fallait, monsieur. J'espère, Pierre, putain, j'espère. » Dans un commissariat du 16e arrondissement, Véronique était assise dans une salle d'interrogatoire, les menottes au poignet, tout était fini, 7 ans de mariage, 15 ans de secret. Une vie entière construite sur des mensonges. Tout s'écroulait. Et elle n'avait plus rien. Claire arriva au travail le lendemain matin avec un café et des croissants pour tout le monde, comme elle le faisait parfois. Elle fredonnait en montant l'escalier de la mansion. Heureuse, grand-mère Jeanne allait beaucoup mieux. Les factures étaient impayées. La vie était presque belle. Mais dès qu'elle franchit la porte, elle sentit que quelque chose clochait. Le personnel de maison parlait à voix basse dans les couloirs. Pierre avait les yeux rouges, comme s'il avait pleuré. Et François l'attendait dans son bureau, le visage gris, vieilli de 10 ans en une nuit. « Bonjour », dit-elle prudemment en posant les croissants. « Tout va bien. Claire, asseyez-vous, s'il vous plaît. » Le ton de sa voix lui glaça le sang. Claire s'assit lentement, le cœur battant. « Qu'est-ce qui se passe ?» François la regarda longuement, comme s'il mémorisait ses traits. Puis, il prit une grande inspiration. « Ce que je vais vous dire va changer votre vie. Complètement. Et je suis désolée. Tellement désolée que vous deviez l'apprendre comme ça. Vous me faites peur, là. Votre nom n'est pas Claire Moreau. » Les mots sortirent d'un coup, sans filtre. « Vous vous appelez Isabelle Delacroix. Vous êtes ma fille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire le fixait, bouche bée, incapable de traiter l'information. « Quoi ? Vous êtes ma fille. » François sortit le dossier, les résultats ADN. « Voilà 15 ans. Vous avez été kidnappée. On a mis un autre corps à votre place. On m'a fait croire que vous étiez morte, mais vous étiez vivante. On vous a emmenée à l'orphelinat Sainte-Marie avec une fausse identité, Claire Moreau. » Claire secoua la tête, paniquée. « Non, c'est pas possible. Vous êtes en train de... C'est une blague. » « C'est quoi ce délire ? Ce n'est pas une blague. » François tendit les documents. Test ADN, témoignages, preuves, tout est là. Claire attrapa les papiers d'une main tremblante. «
Ses yeux parcouraient les mots sans vraiment les lire. Test de paternité, 99,9%. Isabelle Delacroix, née le 14 mars 2000, disparue le 23 mai 2010. Non, murmura-t-elle. Non, 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 c'est pas vrai. Je suis Claire Moreau. Vous êtes Isabelle. Arrêtez. Elle se leva d'un bond, les papiers s'éparpillant par terre. Arrêtez de dire ça. Je sais qui je suis. J'ai été abandonnée à l'orphelinat, d'accord. Mes parents voulaient-ils pas de moi? Grand-mère Jeanne m'a recueillie. C'est ma vie. Cette vie vous a été volée. François se leva aussi, les larmes aux yeux. Quelqu'un vous a kidnappé. Quelqu'un a détruit nos vies à tous les deux. Qui? Le mot sortit comme un cri. Claire tremblait de tout son corps. Ma femme, Véronique. François déglutit péniblement. Elle a tout organisé avec son frère. Le kidnapping, le faux accident, l'orphelinat. Elle voulait m'épouser. Alors elle vous a enlevé. Claire porta les mains à sa bouche. Elle allait vomir, ou s'évanouir, ou hurler. Vous mentez. J'aimerais. François fit un pas vers elle. Isabelle, je m'appelle Claire. Elle recula violemment, renversant une chaise. Ne m'approchez pas, vous êtes dingue, complètement dingue. Les preuves sont là. J'en ai rien à foutre de vos preuves. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. Vous êtes un malade. Vous m'avez embauché pour... Pourquoi? Pour jouer à la famille avec une pauvre fille qui vous rappelle votre gamine morte. C'est ça? Non. François sentait son cœur se briser. Je vous ai embauché parce que j'ai reconnu le pendentif. Celui que je vous avais offert pour vos 10 ans. Claire porta instinctivement la main à son cou. Le croissant de lune, sa seule possession depuis toujours. Retournez-le, dit doucement François. Regardez les initiales gravées au dos. D'une main tremblante, Claire fit glisser le pendentif et lut les lettres gravées. I.D. Isabelle Delacroix. Elle éclata en sanglots. Pendant 2 heures, François lui raconta tout. L'accident, les 15 années de deuil, sa rencontre avec Véronique, le mariage. Et puis, ce soir-là, au point de bus, quand il avait vu le pendentif, Claire écoutait, muette, les yeux rouges, le corps secoué de spasmes. Chaque révélation était un coup de massue. « Grand-mère Jeanne », finit-elle par murmurer. Elle savait. « Non, je ne pense pas. Elle vous a sauvé en vous adoptant. Elle vous aimait sincèrement. Alors tout est faux. » Claire riait maintenant. Un rire hystérique. « Mon nom, mon passé, ma vie entière est une putain de blague. Vous êtes toujours vous ?» François s'approcha prudemment. « Peu importe le nom. »« Comment vous pouvez dire ça ?» Claire bondit. « Je suis pas moi, je suis quelqu'un d'autre, une fille riche de Neuilly que je connais même pas. » Elle attrapa son sac et se rua vers la porte. « Où allez-vous? Loin de vous, loin de cette maison de fous. »« Claire, attendez !» Mais elle était déjà partie, dévalant l'escalier, courant dans l'allée comme si sa vie en dépendait. François s'effondra dans son fauteuil, anéanti. Il l'avait perdue, encore une fois. Claire courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent. Elle ne savait même pas où elle allait. Elle se retrouva au bord de la Seine, assise sur un banc, fixant l'eau noire qui coulait, Isabelle Delacroix. Ce nom ne lui disait rien, c'était le nom d'une étrangère. Son portable sonna. Grand-mère Jeanne. « Allô? Ma chérie, tu vas bien? Tu as une drôle de voix. » Claire faillit tout déballer, puis elle se retint. Comment expliquer l'inexplicable? « Ça va, mamie, juste fatiguée. Tu rentres ce soir. Je te fais ton plat préféré, des lasagnes. » Les lasagnes. Grand-mère les faisait toujours quand Claire avait des coups de blues, avec trop de fromage, comme elle les aimait. « Oui, » souffla Claire. « Je rentre. » Elle raccrocha et se remit à pleurer. Qui était-elle? La fille pauvre de Belleville, qui aimait les lasagnes trop fromageuses, ou la fille riche d'un magnate qui avait vécu 10 ans dans le luxe avant de tout perdre? Les jours suivants furent un cauchemar. Claire ne retourna pas travailler. Elle s'enferma dans l'appartement de Belleville, refusant de parler à quiconque sauf grand-mère Jeanne. François appelait 10 fois par jour. Elle ne décrochait jamais. L'arrestation de Véronique faisait la une de tous les journaux. Kidnapping d'Isabelle Delacroix, la femme du milliardaire arrêtée après 15 ans, les photos de Claire, enfin, d'Isabelle enfant, étaient partout. Les journalistes campaient devant la mansion de Neuilly. Certains avaient même retrouvé l'adresse de Belleville.
Grand-mère Jeanne découvrit la vérité en regardant les infos à la télé. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en portant la main à sa poitrine. « Ma petite, c'est toi. » Claire hocha la tête, incapable de parler. « Tu savais ?» Depuis une semaine. Grand-mère Jeanne se leva péniblement et prit Claire dans ses bras. « Peu importe qui tu es, tu seras toujours ma petite fille. » Et Claire pleura encore. Pleura pour la vie qu'on lui avait volée. Pleura pour celle qu'elle devait abandonner. Pleura pour cette identité éclatée en 1000 morceaux. Une semaine passa, puis 2. Claire ne sortait plus. Les journalistes étaient toujours là, comme des vautours. Grand-mère Jeanne répondait à sa place. Mademoiselle Moreau ne fait aucun commentaire. Mademoiselle Moreau, même ce nom sonnait faux. Maintenant, un soir, François se présenta à la porte. Grand-mère Jeanne lui ouvrit. « Elle veut pas vous voir », dit-elle gentiment mais fermement. « Je sais, mais j'ai quelque chose pour elle. » Il tendit une boîte, une vieille boîte à chaussures poussiéreuse. Qu'est-ce que c'est? Ses affaires, d'avant, ses dessins, ses jouets, son doudou. François avait les larmes aux yeux. Dites-lui qu'elle peut choisir qui elle veut être, Claire ou Isabelle, ou les deux. Ça m'est égal. Je veux juste qu'elle sache que je l'aime, que je l'ai toujours aimée. Grand-mère Jeanne prit la boîte. Je lui dirai. Cette nuit-là, Claire ouvrit la boîte. À l'intérieur, un univers oublié, des dessins d'enfants représentant une famille souriante, des photos d'une petite fille aux boucles brunes avec un homme qui lui ressemblait, un lapin rose miteux avec des oreilles pendantes. Elle serra le lapin contre elle, et quelque chose se brisa en elle. Ou plutôt, quelque chose commença à se recoller. 3 semaines après la révélation Claire, elle refusait encore de se faire appeler Isabelle, n'avait pas quitté l'appartement depuis la visite de François, les stores étaient abaissés en permanence, les journalistes s'étaient lassés et avaient fini par partir. Mais elle restait cloîtrée comme un animal blessé. Elle passait ses journées assise sur le canapé, le lapin rose serré contre elle, fixant le vide. Elle ne dessinait plus, ne lisait plus, ne faisait plus rien, juste exister, à peine. Grand-mère Jeanne s'inquiétait terriblement. Elle avait préparé tous les plats préférés de Claire. Lasagne, coque au vin, tarte aux pommes, mais la jeune femme picorait à peine dans son assiette. « Ma chérie, il faut que tu manges. J'ai pas faim. Tu vas tomber malade. » Tant mieux, ce genre de conversation. Tous les jours, jusqu'à ce que grand-mère Jeanne n'en puisse plus, un matin, Claire se réveilla avec une idée fixe. Disparaître. Tout simplement disparaître. Ni Claire, ni Isabelle. Personne. Elle pourrait prendre un train. N'importe où. Marseille. Bordeaux. Lyon. Recommencer sous un autre nom. Devenir quelqu'un d'autre. Encore. Ça lui paraissait plus simple que d'affronter cette réalité déchirée. Elle était en train de fourrer quelques vêtements dans un sac, quand grand-mère Jeanne entra dans sa chambre. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Je pars. »« Où ça ? » ?»« Je sais pas. Ailleurs. » Grand-mère Jeanne s'assit lourdement sur le lit. Elle avait vieilli de 10 ans en 3 semaines. Le stress, l'inquiétude, tout ça la rongeait. « Ma petite fille, » dit-elle doucement, « tu peux pas fuir toute ta vie. Regardez-moi bien. » Claire se retourna, les yeux rouges. « Toute ma vie est un mensonge. Mes souvenirs sont faux. Mon nom est faux. Qui je suis est faux. Alors oui, je peux fuir, parce que j'ai rien à perdre de toute façon. Tu m'as, moi. Vous êtes même pas ma vraie grand-mère. » Les mots sortirent comme des coups de couteau. Grand-mère Jeanne blêmit. Claire réalisa immédiatement ce qu'elle venait de dire. « Pardon, » murmura-t-elle. « Je voulais pas. » Mais grand-mère Jeanne se levait déjà, la main sur le cœur, le visage crispé de douleur. « Mamie !» La vieille femme chancela. Claire lâcha son sac et se précipita. « Mamie !» Grand-mère Jeanne s'effondra. Claire hurla, appela les secours, essaya de la ranimer. Les minutes qui suivirent furent un cauchemar flou. Les sirènes, les ambulanciers, l'hôpital, hôpital Tenon, service des urgences Claire, faisaient les 100 pas dans la salle d'attente, les ongles rongés jusqu'au sang. Ça faisait 2 heures que grand-mère Jeanne était en soins, 2 heures qu'elle n'avait aucune nouvelle. C'était sa faute, si elle n'avait pas dit ces mots horribles, si elle n'avait pas été aussi égoïste, aussi perdue dans sa propre douleur. Mademoiselle Moreau, un médecin s'approchait, stéthoscope autour du cou, l'air grave. « Oui,
Votre grand-mère a fait un malaise cardiaque. Elle est stable maintenant, mais quoi? Son cœur est très faible. Elle a besoin d'un traitement lourd, peut-être même d'une intervention chirurgicale. Le médecin consulta son dossier. Le problème, c'est que ce genre de soins n'est pas couvert par sa mutuelle actuelle. On parle d'au moins 50 000 €. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. 50 000 €. Autant dire 1 million pour elle. J'ai pas cet argent. Je comprends. On va faire ce qu'on peut avec les moyens disponibles. Mais je préfère être honnête. Sans traitement adapté. Elle a peut-être 6 mois, 1 an maximum. Claire s'effondra sur une chaise. Grand-mère Jeanne allait mourir. À cause d'elle. À cause de sa stupidité, de son égoïsme. Elle sortit son portable d'une main tremblante. Fixa l'écran. Les dizaines d'appels manqués de François. François, qui avait de l'argent, qui pouvait sauver grand-mère Jeanne. Mais l'appeler signifiait accepter. Accepter qu'elle était Isabelle. Accepter cette nouvelle vie. Accepter de ne plus être Claire. Ses doigts tremblaient au-dessus de l'écran. Elle ne l'appela pas. Au lieu de ça, elle resta toute la nuit à l'hôpital, assise au chevet de grand-mère Jeanne qui dormait sous perfusion. La vieille femme avait l'air si fragile, si petite dans ce lit d'hôpital. « Pardon », chuchotait Claire en lui tenant la main. « Pardon. » À l'aube, grand-mère Jeanne ouvrit les yeux. « Ma petite, chut, bougez pas, gardez vos forces. C'est pas grave ce que tu as dit. » Grand-mère Jeanne sourit faiblement. « Tu as raison, je suis pas ta vraie grand-mère. » « Si. » Claire sentit les larmes monter. « Vous êtes la seule famille que j'ai jamais eue, la seule qui m'a vraiment aimée, et je t'aimerai toujours, que tu sois Claire ou Isabelle, ou les deux. » Elle serra faiblement la main de Claire. « Mais ma chérie, tu peux pas rester coincée entre deux vies. Faut que tu choisisses. Pas pour moi, pas pour François, pour toi. Je sais pas comment. Commence par accepter la vérité, toute la vérité. Même si elle fait mal. » Grand-mère Jeanne referma les yeux, épuisée. Claire resta là, tenant sa main, sentant le poids de ses mots. 3 jours plus tard, grand-mère Jeanne était sortie de l'hôpital avec une ordonnance longue comme le bras et des consignes strictes. Repos, médicaments, suivi régulier. Claire avait vidé son maigre compte en banque pour payer les premiers soins, mais ce n'était qu'un sursis. Sans le traitement complet, grand-mère mourait, lentement. Claire fixait la carte de visite de François posée sur la table de la cuisine. Elle l'avait gardée depuis le début, comme une bouée de sauvetage qu'elle refusait d'attraper. Appeler signifiait capituler. Accepter l'aide signifiait accepter la vérité. Elle prit son portable, le reposa, le reprit. « Appelle-le », dit grand-mère Jeanne depuis le canapé. « Je peux pas. Tu peux. Et tu dois. Pas pour l'argent. Pour toi. » Claire inspira profondément et composa le numéro. François décrocha à la première sonnerie. « Claire. » Sa voix était chargée d'espoir et de peur mélangées. « J'ai besoin de vous. » Les mots sortirent difficilement. « Grand-mère Jeanne. Elle est malade. Elle a besoin de soins que je peux pas payer. J'arrive. » François débarqua 1 heure plus tard avec Pierre et une valise. Pas de questions, pas de reproches. Juste, qu'est-ce qu'elle a? Quel hôpital? Combien ça coûte? Claire expliqua. François sortit son téléphone et appela directement le directeur de l'hôpital. Jeanne Moreau, priorité absolue, les meilleurs cardiologues. Je m'occupe de tout. Envoyez-moi la facture. En 5 minutes. C'était réglé. Grand-mère Jeanne aurait son traitement. Elle vivrait. Claire le regardait, abasourdie. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'elle vous a sauvé. François la regarda avec une intensité douloureuse. Elle vous a aimé quand personne d'autre ne pouvait. Elle mérite tout ce que je peux donner. Il se tourna vers grand-mère Jeanne. Madame Moreau, je ne vous remercierai jamais assez pour ce que vous avez fait pour ma fille. Grand-mère Jeanne sourit, les larmes aux yeux. Prenez soin d'elle. Monsieur Delacroix, c'est tout ce que je demande. Cette nuit-là, après que François soit parti, Claire resta éveillée longtemps. Elle pensait à tout, à Véronique en prison, à François qui avait perdu 15 ans, à grand-mère Jeanne qui l'avait sauvée sans rien demander en retour. Et elle pensa à elle, à celle qu'elle était, à celle qu'elle aurait pu être. Peut-être que grand-mère avait raison. Peut-être qu'elle devait arrêter de fuir, arrêter de se cacher entre 2 identités. Peut-être qu'elle devait simplement accepter d'être les deux à la fois. Elle serra le lapin rose contre elle, et pour la première fois en 3 semaines, elle dormit profondément.
Le lendemain matin, Claire se réveilla avec une clarté nouvelle. Elle prit une douche, la première en plusieurs jours, s'habilla proprement, attacha ses cheveux et elle décrocha son téléphone. « François, c'est Isabelle. Est-ce qu'on peut parler ?» François arriva à Belleville 1 heure plus tard. Il monta les escaliers lentement, le cœur battant. C'était la première fois qu'Isabelle l'appelait de son plein gré. La première fois qu'elle utilisait ce prénom, Isabelle, elle lui ouvrit la porte. Elle avait les yeux encore un peu gonflés. Mais quelque chose avait changé. Son regard n'était plus fuyant. Elle le fixait en face. « Entre. » Ils s'assirent dans le petit salon. Grand-mère Jeanne s'était discrètement retirée dans sa chambre pour leur laisser de l'intimité. Le silence dura une éternité. Puis Isabelle parla. J'ai réfléchi. Beaucoup. Trop même. Elle tritourait le pendentif entre ses doigts. J'ai passé 3 semaines à me demander qui j'étais. Claire ou Isabelle, la fille pauvre ou la fille riche, la fille abandonnée ou la fille kidnappée. François écoutait, immobile, n'osant pas l'interrompre. Et j'ai compris un truc, continua-t-elle. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Je suis Claire et Isabelle. Les 15 années que j'ai vécues dans la pauvreté, c'est pas du temps perdu. C'est ce qui m'a construite, ce qui m'a rendue forte. Tu as raison, murmura François. Mais les 10 années d'avant aussi comptent, même si je m'en souviens pas vraiment. Isabelle releva les yeux. J'ai passé la nuit à regarder les photos que tu m'as données, les dessins, et il y a des trucs qui remontent, comme des flashs, un jardin avec des roses blanches, un homme qui me faisait tourner dans ses bras, une odeur de peinture fraîche. François sentit sa gorge se serrer. Le jardin de Neuilly, je te faisais tourner tous les dimanches. Et la peinture, c'était ton atelier. Tu adorais peindre. Je sais. Isabelle sourit tristement. Enfin, je commence à savoir. C'est bizarre. C'est comme s'il y avait 2 personnes en moi, une qui se souvient de la pauvreté et de la lutte, l'autre qui se souvient du luxe et de l'insouciance. Tu peux être les 2. Je veux essayer. Elle prit une grande inspiration. Mais j'ai besoin de temps. Je peux pas juste débarquer dans ta vie et faire comme si les 15 dernières années avaient jamais existé. Je comprends. Et grand-mère Jeanne reste avec moi. Isabelle était ferme sur ce point. Elle m'a élevée. Elle est ma famille autant que toi. François hocha vigoureusement la tête. Évidemment, elle est la bienvenue. Elle aura tout ce dont elle a besoin. Les meilleurs soins. Tout. Et je garde mon 2e prénom. Isabelle se redressa. Légalement, je veux m'appeler Isabelle Claire de la Croix. Parce que Claire fait partie de moi. C'est parfait. Pour la première fois depuis des semaines, Isabelle sourit. Un vrai sourire. Alors, papa, on fait comment ? Le mot frappa François comme un coup de poing dans le ventre. Papa, il ne pensait plus jamais l'entendre. Il se leva, s'approcha lentement et ouvrit les bras. Isabelle hésita une seconde, puis se jeta contre lui. François la serra fort, tellement fort, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse encore. « Ma petite fille », sanglota-t-il. « Ma petite fille ». Ils restèrent comme ça longtemps, pleurant tous les 2, rattrapant 15 années de câlins perdus. 2 semaines plus tard, les choses progressaient doucement. François avait proposé à Isabelle et grand-mère Jeanne de venir vivre à Neuilly, mais Isabelle avait refusé. « Pas tout de suite, j'ai besoin de garder mes repères. » Alors François venait à Belleville, presque tous les jours. Il apportait des plats préparés, des livres, du matériel de dessin. Il parlait, apprenait à se connaître, ou plutôt à se reconnaître. Isabelle commença une thérapie avec une psychologue spécialisée dans les traumatismes et les crises d'identité. Les séances étaient difficiles, épuisantes, mais nécessaires. Vous devez accepter que les 2 identités coexistent, expliquait la thérapeute. Claire n'est pas une erreur, elle est une partie de vous, tout comme Isabelle. Petit à petit, les fragments se recollaient. Isabelle se souvenait de plus en plus de son enfance d'avant, le nom de son lapin en peluche, Caramel, sa chanson préférée, La vie en rose, sa passion pour les aquarelles. Elle recommença à dessiner. François lui avait installé un petit atelier dans un coin de l'appartement de Belleville. Elle passait des heures à peindre, retrouvant instinctivement des gestes qu'elle croyait oubliés. 1 mois après la révélation, grand-mère Jeanne fut admise à l'hôpital américain de Paris pour son traitement. Les meilleurs cardiologues de France s'occupèrent d'elle. L'opération fut un succès.
quand elle se réveilla en salle de réveil. François et Isabelle étaient là, main dans la main. « Vous deux », murmura-t-elle avec un sourire fatigué. « Vous êtes beaux ensemble. Comment vous vous sentez, mamie ?» Comme une jeune femme de 40 ans. Grand-mère Jeanne rit doucement. « Monsieur Delacroix, je sais pas comment vous remercier. Appelez-moi François, et c'est moi qui vous remercie. » Il s'approcha du lit. « Vous avez sauvé ma fille. Vous lui avez donné l'amour qu'elle méritait quand je ne pouvais pas être là. Vous êtes une héroïne, Madame Moreau. Jeanne, appelez-moi Jeanne. Jeanne. » François sourit. « Quand vous serez rétablie, j'aimerais que vous veniez habiter avec nous. À Neuilly, dans l'aile ouest de la maison, vous aurez votre propre appartement, votre intimité, mais vous serez proche d'Isabelle. » Jeanne regarda Isabelle, qui hocha la tête en souriant. « On forme une famille bizarre, » dit Isabelle. « Mais on est une famille. » Jeanne fondit en larmes. Des larmes de bonheur cette fois. 6 semaines après la révélation, le déménagement à Neuilly se fit progressivement. Isabelle et Jeanne emménagèrent dans l'aile ouest, transformée en appartement confortable avec tout le nécessaire. Jeanne avait même un petit jardin où elle cultivait des herbes aromatiques. Isabelle découvrait sa nouvelle vie avec un mélange de fascination et d'appréhension. La maison était immense, presque intimidante, mais François faisait tout pour qu'elle se sente chez elle. Il lui avait rendu son ancienne chambre, intacte après 15 ans. Isabelle y entra un après-midi, le cœur battant. Les murs étaient à couvert de ses dessins d'enfants, son lit avec la couverture princesse Disney, ses livres, ses jouets, un sanctuaire figé dans le temps. « J'ai rien touché », expliqua François derrière elle. « J'entrais parfois, juste pour te sentir encore là. » Isabelle s'assit sur le lit. Des souvenirs affluaient. Elle se voyait allongée là, lisant des histoires, avec une lampe de poche sous les couvertures, se cachant dans le placard pendant les parties de cache-cache. « Merci », murmura-t-elle, « de m'avoir attendue. Je t'attendrai toujours. » François transforma aussi une pièce adjacente en atelier de peinture. Pour Isabelle, toile, chevalet, peinture de toutes les couleurs. Un rêve pour n'importe quel artiste. Isabelle passait des heures là-bas, créant, explorant. Ses œuvres reflétaient sa dualité. Des paysages urbains de Belleville mélangés aux jardins luxuriants de Neuilly, la pauvreté et la richesse. Entrelacés, 2 mois après la révélation, le procès de Véronique approchait. Les avocats de François avaient construit un dossier béton, témoignages, preuves ADN, relevés bancaires, tout. Véronique avait tenté de négocier depuis sa cellule, réduction de peine contre aveu complet, mais le procureur avait refusé. Trop grave, trop monstrueux. Isabelle devrait témoigner. L'idée la terrifiait. « Je sais pas si je peux la regarder en face », avoua-t-elle à François un soir. « Tu n'es pas obligé. »« Si, j'ai besoin de comprendre. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle m'a volé ma vie? Peut-être qu'il n'y a pas de raison valable, juste la folie. Justement, j'ai besoin de le voir de mes propres yeux. » Le soir précédant le procès, François, Isabelle et Jeanne dînèrent ensemble dans le jardin de Neuilly. Pierre avait préparé un barbecue. Rien de fancy, juste des saucisses et des salades, comme Isabelle aimait. « C'est bizarre, » dit-elle en croquant dans une saucisse. « Il y a 2 mois, j'aurais jamais imaginé être ici, avec vous deux, comme une vraie famille. »« On est une vraie famille, » dit Jeanne fermement. « Ouais, » Isabelle sourit. « Une famille chelou, mais une famille quand même. » François leva son verre. « À nous, à ce qu'on a survécu, à ce qu'on va construire. » Ils trinquèrent sous les étoiles. Le pendentif de lune brillait contre la peau d'Isabelle, symbole de tout ce qu'ils avaient traversé. Et pour la première fois depuis 15 ans, François se sentit complet. Palais de justice de Paris. 6 mois plus tard, la salle d'audience était bondée. Journalistes, curieux, familles des victimes de trafic humain, tout le monde voulait assister au procès du siècle. L'affaire Delacroix avait captivé la France entière. Isabelle était assise au premier rang, entre François et Jeanne. Elle portait une robe simple mais élégante. Les cheveux attachés, le pendentif de lune brillait contre sa peau. Véronique entra, menottée, escortée par 2 gendarmes. Elle avait vieilli de 20 ans en 6 mois, cheveux gris, traits tirés, dos voûté, rien à voir avec la femme élégante qui vivait dans le luxe. Leurs regards se croisèrent. Isabelle ne détourna pas les yeux. Véronique, elle, baissa la tête. Le procès dura 3 jours.
Témoignages accablants, preuves irréfutables. Arnaud Blanc, le médecin légiste corrompu, raconta tout depuis sa prison. Les témoins de l'autoroute confirmèrent avoir vu Véronique et Luc. L'ancienne directrice de l'orphelinat identifia formellement Luc Lambert. Luc lui-même, arrêté à Marseille 2 mois plus tôt, avait balancé sa sœur pour réduire sa peine. Il décrivit en détail comment ils avaient organisé le kidnapping, fourni le corps de substitution, falsifié les documents. Véronique était obsédée par François Delacroix, témoigna-t-il. Elle disait qu'elle ferait n'importe quoi pour l'avoir, n'importe quoi. Le 3e jour, Isabelle fut appelée à la barre. Elle se leva, les jambes tremblantes. François lui pressa la main. « Tu peux le faire. » Elle s'avança jusqu'au box des témoins. Le juge, un homme d'une 60aine d'années au regard sévère, lui demanda de décliner son identité. Isabelle Claire Delacroix. Sa voix était claire. Assurée, elle regarda enfin Véronique en face. « Madame Delacroix, » commença le juge, « pouvez-vous nous dire ce que vous avez ressenti en apprenant la vérité sur votre identité ?» Isabelle prit une grande inspiration. « J'ai eu l'impression que ma vie explosait, que tout ce que je croyais savoir sur moi était faux. » Elle marqua une pause. « Pendant des semaines, j'ai été perdue. Je savais plus qui j'étais, Claire ou Isabelle, la fille pauvre ou la fille riche. Et maintenant, je sais que je suis les deux. » Isabelle redressa les épaules. « Les 15 années que j'ai vécues comme Claire m'ont rendue forte. Elles m'ont appris la valeur des choses, du travail, de l'amour inconditionnel. Madame Lambert m'a volé mon enfance, ma famille, mon nom, mais elle m'a pas volé. Moi, pas vraiment. » Elle se tourna vers Véronique. « Vous vouliez détruire ma vie pour avoir la vôtre, mais vous avez échoué, parce que je suis là, vivante, entière, avec une famille qui m'aime, 2 familles même. » Véronique pleurait silencieusement. La tête baissée. « Avez-vous quelque chose à dire à Madame Lambert ?» demanda le juge. Isabelle réfléchit longuement. « Je vous pardonne pas, » dit-elle finalement. « Ce que vous avez fait est impardonnable, mais je vais pas laisser votre haine empoisonner ma vie. Je choisis d'avancer, de construire, d'aimer. C'est ça, ma vengeance. » Un silence ému tomba sur la salle. Plusieurs personnes dans l'audience pleuraient. Le verdict tomba le lendemain. Véronique Lambert fut condamnée à 35 ans de réclusion criminelle pour kidnapping aggravé, séquestration, falsification de documents, complicité de meurtre et association de malfaiteurs. Luc Lambert écopa de 25 ans pour les mêmes chefs d'accusation, sa peine réduite grâce à sa coopération. Arnaud Blanc, déjà en prison, vit sa peine allongée de 10 ans supplémentaires. Quand Véronique fut emmenée, elle se retourna une dernière fois vers François et Isabelle. « Je suis désolée », articula-t-elle silencieusement. François ne répondit rien. Isabelle hocha simplement la tête. Un acquiescement, pas un pardon, mais une reconnaissance. 3 mois plus tard, automne, Isabelle inaugura la fondation Croissant de Lune dans un grand hôtel parisien. François avait investi 10 millions d'euros pour lancer le projet. La fondation se consacrait à 3 causes. Réformer le système des orphelinats français, lutter contre le trafic d'êtres humains et aider les victimes de kidnapping à se reconstruire. Isabelle, en robe bleu nuit, se tenait devant une centaine d'invités. Politiciens, journalistes, militants des droits de l'enfant, le Croissant de Lune, commença-t-elle en touchant son pendentif. C'est ce qui m'a sauvée, ce petit bijou que mon père m'avait offert quand j'avais 10 ans. C'est grâce à lui qu'il m'a retrouvée 15 ans plus tard. Elle marqua une pause, émue. Mais combien d'enfants disparaissent chaque année sans laisser de traces? Combien de familles sont détruites? Combien de vies sont volées? Sa voix se raffermit. Cette fondation, c'est mon croissant de lune à moi, un symbole d'espoir dans l'obscurité, la preuve que même après les pires tragédies, on peut se reconstruire. L'audience applaudit debout. François, assis au premier rang à côté de Jeanne, pleurait de fierté. Les mois suivants furent une renaissance. Isabelle travailla d'arrache-pied pour la fondation. Elle rencontra des familles de disparus, des victimes de trafic, des enfants traumatisés. Elle écoutait leurs histoires, les aidait, leur donnait espoir. François réorienta une partie de son empire hôtelier vers des causes sociales. Plusieurs de ces établissements employaient maintenant des jeunes sortis du système des orphelinats. Leur offrant formation et stabilité, Jeanne, complètement rétablie, devint la cuisinière officieuse de la mention. Elle préparait des festins pour tout le personnel.
transformant la grande demeure froide en vrai foyer chaleureux, 1 an après la révélation. Mais par une matinée ensoleillée, François et Isabelle se rendirent sur l'autoroute du Sud, à l'endroit exact où le faux accident avait eu lieu 15 ans plus tôt. Le monument funéraire vide, celui qui portait le nom d'Isabelle Delacroix depuis 2010, fut retiré. À sa place, François et Isabelle plantèrent un jardin de roses blanches, des dizaines de rosiers, symbole de renouveau, de pureté, de vérité. Une plaque fut installée, en mémoire de toutes les victimes du trafic d'êtres humains, que leurs souvenirs nous rappellent de protéger les innocents. Fondation Croissant de Lune. Ils restèrent là longtemps, main dans la main, regardant les roses danser dans le vent. « Tu sais ce qui est fou ?» dit Isabelle. « Il y a 1 an, je savais même pas qui j'étais vraiment. Aujourd'hui, je sais exactement qui je veux être. Ah, et c'est qui ? Quelqu'un qui transforme la douleur en espoir. » Elle sourit. « Quelqu'un comme toi, comme Mamie Jeanne, quelqu'un de bien. » François l'attira contre lui. « Ma fille, tu as toujours été quelqu'un de bien. Depuis le premier jour, le soleil se couchait sur Paris au loin, baignant la ville d'une lumière dorée. » Isabelle toucha son pendentif, ce croissant de lune qui avait changé le cours de leur vie. « Papaye », murmura-t-elle. C'était la première fois qu'elle utilisait ce mot avec tant de naturel. « J'ai toujours senti que j'appartenais à un autre endroit. Maintenant je sais où. » François sentit les larmes monter. « Où ça, ma puce, à tes côtés. » Il la serra fort, comme il l'avait fait 1000 fois dans ses rêves pendant 15 ans. « Ma fille, » chuchota-t-il d'une voix brisée, « tu n'as jamais été perdue. Tu attendais juste de rentrer à la maison. » Le pendentif brillait dans la lumière du crépuscule. Non plus symbole d'abandon, mais preuve éclatante que l'amour véritable trouve toujours son chemin. Même à travers les ténèbres les plus profondes, même après 15 années de mensonges, même quand tout semble perdu, l'amour, toujours, finit par triompher. Épilogue 2 ans plus tard, la Fondation Croissant de Lune avait aidé plus de 500 familles et réformé le système d'identification des enfants disparus en France. Isabelle était devenue une voix majeure dans la lutte contre le trafic humain. Jeanne vivait heureuse à Neuilly, entourée de son jardin et de sa petite fille qu'elle adorait. François avait enfin trouvé la paix. Chaque soir, il dînait avec sa fille. Chaque dimanche, ils allaient ensemble déposer des roses blanches sur le monument, et le pendentif de lune continuait de briller, symbole éternel d'espoir et de retrouvailles, parce qu'au fond, certaines histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles se transforment simplement en nouveaux commencements.